Nous aurons 4 plateaux autour de cette table sur des thématiques actuelles qui touchent le développement. Un autre plateau dans le décor du journal pour le 19h45 avec la complicité de la rédaction. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Un réel plaisir de vous retrouver pour ce grand rendez-vous d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 27 juin 2018. On regarde la météo, le temps de vous permettre de mieux vous installer. Ce sont là les prévisions météo pour la journée de demain. Demain déjà 7 heures, voilà le temps donc qui se présentera à nous. Alors, pour aujourd'hui, on aura un menu qui ira de l'agriculture à la santé en passant par l'éthique. On recevra également la visite d'un coach motivateur qui s'appelle Marcel Effon et avec lui aujourd'hui, on apprendra le lexique qu'il faut nous permettant de tutoyer la réussite. L'agriculture, aujourd'hui, vous le savez, le monde agricole est en face d'un des défis majeurs, à savoir celui de la gestion durable de l'eau. L'eau, un élément très indispensable pour toute activité agricole. Avec notre ingénieur agronome aujourd'hui, Edgar Degueno, ou non pas Edgar, c'est plutôt Robert, voilà, Robert Degueno. On aura donc des précisions sur comment est-ce qu'il faut gérer l'eau pour une meilleure agriculture. Comme l'agriculture a besoin d'eau, l'homme a aussi besoin d'avoir accès aux soins de santé à des médicaments de qualité. Nous recevrons le pharmacien Louis Koukpemedji. Avec lui, on aura un entretien sur le sujet. Il va donc partir et laissera donc la place à M. Nicolas Benouton. Lui, il est ingénieur en télécom et réseau. Vous avez compris, ce sera donc dans la rubrique Autant savoir, puisque les échanges ont démarré depuis lundi. On finira aujourd'hui à avoir des précisions un peu sur le marché de l'emploi qui va donc accueillir ces nouveaux métiers liés aux technologies de l'information et de la communication. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi avec la touche de l'actualité sur la toile ActuWeb et puis aussi le journal, je le disais, dès le démarrage, le 19h45. Aujourd'hui, vous sera présenté par Nadège Soni, déjà dans son décor. Nadège Soni, bonsoir. Avec vous, le sommaire du 19h45 de ce mercredi.
Bonsoir Karamata Bataou, vous suivrez dans cette édition un reportage sur une pratique qui tend à entrer dans les habitudes. Il s'agit des pourboires dans les bars et restaurants. Quelles sont les raisons qui peuvent susciter chez un client l'envie de laisser une monnaie ou un billet après le service? Restez avec nous pour en savoir davantage. À suivre également dans cette édition, les conseils du coach Marcel Lefon pour atteindre ses objectifs. Selon lui, l'atteinte d'un objectif passe avant tout par le changement de comportement. Après l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, c'est au tour du Nigeria de quitter la Coupe du Monde. Le match face à l'Argentine s'est achevé par 2-1. Les supporters de cette équipe sont déçus. Vous suivrez à 19h45 le reportage de notre équipe qui a suivi avec eux les 90 minutes de jeu. Voilà, c'est toujours d'actualité. Nous poursuivons avec la retransmission en direct donc, des matchs sur la télévision nationale pour Russie 2018. Vous avez suivi avec Nadège Sani dans son sommaire tout à l'heure. C'est Marcel Lefon, toujours avec ce coach motivateur. C'est comment faire pour atteindre le succès. Ce n'est jamais gagné d'avance. Avant de retrouver Marcel Lefon dans la rubrique Espère, nous allons démarrer par le tout premier de ce soir, c'est le monde agricole. La maîtrise de l'eau est un préalable qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir et qu'il faut remplir avant toute activité liée à l'agriculture. Notre ingénieur, M. Deguenon Robert, sera admis d'un moment à l'autre. Mais avant de l'accueillir et de faire aussi la place à Estelle Pazou pour l'entretien, nous allons vous permettre de suivre ce reportage de Destonia sur la gestion de l'eau. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident et à ce que nous essayons d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche, tel que la laitue, il faut arroser 3-4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. Et je parie qu'avec ce recensement qu'a annoncé donc l'autorité en charge de l'agriculture, on aura des chiffres bien plus précis dans le secteur agricole. Monsieur Deguenon Robert, je me trompais, c'était votre oncle ou bien votre neveu que j'ai annoncé? C'est mon neveu. Voilà, c'était votre neveu. Je suis plutôt l'oncle. Vous êtes son oncle. Oui. Et vous êtes tous acteurs du secteur agricole, oui. Des ingénieurs. C'est dans notre sang pratiquement. Comme quoi, il n'y a que des Guénons qui le font, c'est ça? Ça passe de père en fils? Ça se lègue comme ça? Bon, quelque chose comme ça. Mais on aime beaucoup l'agriculture, on aime faire manger les gens.
Donc, par notre activité, les gens sont nourris et bien nourris. Estelle Pazou, il faut bien des gens pour travailler, pour nourrir la population, n'est-ce pas? Et ces gens, nous faisons leur promotion, nous les aidons à trouver des solutions à leurs problèmes. Et il fait partie de ces acteurs-là, M. Deguenon. Robert Deguenon. Estelle, bonsoir aussi à vous. Bonsoir à vous, Karamat. Vous l'avez dit, l'agriculture elle est très importante et plus important encore, c'est l'eau. Et on en parle et il se dit, c'est pas moi qui le dis, il se dit que la terre ne se cultive pas sans l'eau et l'eau ne se gère pas sans la terre. Et aujourd'hui, on parle de cette complémentarité, surtout en rapport avec l'agriculture. Alors, Monsieur Robert Deguenon, selon vous, quel est le rôle de l'eau dans l'agriculture? Merci pour la question. L'eau, s'il n'y a pas d'eau sur une planète, il n'y a pas d'agriculture. Donc l'eau est vraiment très très importante pour le développement de l'agriculture. Et l'eau, on utilise une très grande quantité d'eau en agriculture. Par exemple, les études ont montré en Europe que pour produire 1 kg de blé, il faut 1000 litres, sinon 1000 kilos, parce qu'un litre pèse, 1 litre d'eau pèse 1 kilo. Il faut l'équivalent du kilogramme. 1000 kilos d'eau pour produire 1 kilogramme de blé. Il faut également 2 fois cette quantité d'eau pour produire 1 kilo de riz. Vous voyez l'importance de l'eau. S'il n'y a pas l'eau dans l'agriculture, on n'aura même pas agriculture. Donc, nécessairement, les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir évoluer. C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce qu'une plante a nécessairement besoin d'eau, qu'on l'arrose tout le temps pour pouvoir évoluer? La plante doit avoir toujours d'eau. Toujours d'eau à sa disposition pour pouvoir évoluer. De l'eau de bonne qualité, en quantité nécessaire, à proximité de ses racines. Au moment opportun, parce que tous ces facteurs-là, il faudrait que, s'il y a un seul, c'est des facteurs limitants. S'il a l'eau et que ce n'est pas à proximité des racines, la plante ne pourra pas absorber. Il faut de l'eau de très bonne qualité. Si je parle de qualité de l'eau, le pH de l'eau, les substances qui sont dans l'eau, tout ça là. Donc, la plante a vraiment besoin d'eau pour son développement. Et l'eau joue plusieurs rôles dans la plante. On peut en citer au moins 3. Lesquels déjà? Par exemple, le premier rôle, c'est le rôle de véhicule. L'eau véhicule les nutriments du sol à travers la plante. C'est grâce à l'eau, n'est-ce pas, que les nutriments qui sont dans le sol, et puis parler, n'est-ce pas, des éléments nutritifs, sont envoyés dans les organes de la plante pour son développement. Parce que sans ça, il ne peut pas avoir... D'ailleurs, la sève élaborée dans les feuilles des plantes doit être convoyée dans les organes grâce à l'eau. Donc, s'il n'y a pas l'eau, la plante ne peut pas se développer. Donc, deuxième élément, c'est-à-dire quand l'eau arrive, n'est-ce pas, au niveau des feuilles, elle est libérée dans l'atmosphère par le principe, n'est-ce pas, de l'évaporation, de la transpiration. Donc, par ce phénomène, l'eau régularise la température de la plante. Parce que, vous savez, n'est-ce pas, une molécule d'eau, quand ça s'évapore, cela se fait par une réaction endothermique. Quand on parle de réaction endothermique, c'est une réaction qui absorbe, n'est-ce pas, de l'énergie, des calories. Donc, si la plante au soleil est chauffée pendant longtemps et qui n'a pas un système, un processus pour régulariser sa température, vous voyez ce qui va suivre, ça va brûler. La plante va brûler. Donc, l'énergie que l'eau trouve, n'est-ce pas, pour pouvoir s'évaporer par le principe de la transpiration, de l'évaporation, c'est épuisé, n'est-ce pas, dans la plante, n'est-ce pas. Donc, l'énergie, la chaleur qui se retrouve dans la plante, n'est-ce pas, est épuisée pour être utilisée pour évaporer l'eau.
Vous savez, n'est-ce pas, ça, pour le troisième rôle, n'est-ce pas, que la plante et l'eau jouent dans la plante, sans la plante, sans l'eau, plutôt, je veux dire, la plante ne serait pas rigide, le rôle de rigidité. C'est-à-dire, l'eau rentre dans les cellules de la plante et assure la turgescence des cellules. C'est ça qui fait que les plants, les feuilles sont rigides. Vous savez, n'est-ce pas, quand l'eau... Autrement dit, l'eau apporte de la résistance à la plante. De la résistance à la plante. Parce que si la plante perd beaucoup d'eau, vous voyez, quand il y a une plante qui n'est pas régulièrement arrosée, vous allez constater à un moment donné que ça va commencer par faner. Se faner. Se faner. Vous allez voir que la plante se fane. La plante, bon, surtout les plantes non ligneuses. Les plantes non ligneuses qui se retrouvent surtout dans nos jardins. Et des plantes qui n'ont pas de bois à l'intérieur de la chose là. Quand l'eau est évacuée, quand elle perd beaucoup d'eau, les cellules de la plante, n'est-ce pas, perdent leur turgescence et flétrissent. Hein. Monsieur Deguenon, tout ça c'est pour dire combien l'eau est importante. Oui. Pour l'agriculture et pour la plante. Oui. Et justement, cela suppose qu'il y a des techniques d'arrosage de la plante. Il y a beaucoup de techniques pour apporter, si on dit arrosage, c'est pour apporter de l'eau à la plante. À la plante. Il y a beaucoup de techniques. Il y a des techniques archaïques, il vient d'en parler par exemple, où on utilise les arrosoirs pour apporter l'eau, des récipients vulgaire pour, n'est-ce pas, pour apporter l'eau. Mais il y a de plus en plus de techniques plus sophistiquées. Là, c'est les techniques d'irrigation. Il y a plusieurs sortes de techniques d'irrigation. L'irrigation peut être faite de plusieurs manières. Et ça peut être par aspersion. Ça peut, il y a beaucoup de sortes d'irrigation. Il y a une technique qui pousse un peu ma curiosité, qu'on appelle la méthode du goutte à goutte. Je ne sais pas oui, ça c'est un système d'irrigation, une méthode d'apport d'eau qui amène l'eau juste à la plante, au niveau des racines de la plante, et on perd beaucoup moins d'eau. Parce que c'est surtout dans les pays où l'eau est très rare, il n'y a pas assez d'eau, n'est-ce pas, qu'on utilise ce système. Et vous savez que les plantes cultivées se mettent parfois en concurrence avec l'homme parce que des études ont montré que l'eau disponible, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser, il a plus de 27 à 70% de cette eau qui est utilisée pour l'agriculture. Alors que souvent, l'homme n'a pas trouvé pour sa chose, pour ses besoins. Il a plus de 27 à 70% de cette eau qui est utilisée pour l'agriculture. Donc, c'en est trop. Vous pensez que c'en est trop? Oui, vraiment, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et des recherches ont montré aussi que pour faire de la nourriture, pour créer de la nourriture pour une personne adulte, ce qu'il va manger pendant une année, il faut 10 000 mètres cubes d'eau. Et justement, est-ce que cette réalité n'appelle pas à la rationalisation de l'eau? Oui, on a toujours parlé de ça, de la rationalisation de l'eau. On ne devait pas gaspiller comme on le fait souvent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des pratiques pour arriver à cette rationalisation de l'eau? Oui, c'est des systèmes, par exemple, on a parlé, n'est-ce pas, des systèmes d'irrigation qui utilisent abondamment d'eau. Abondamment d'eau. Si le système goutte à goutte est inventé, c'est pour pouvoir utiliser de manière plus rationnelle l'eau. L'eau est apportée exactement là où la plante en a besoin et la quantité dont elle a besoin pour pouvoir se développer. Est-ce que la technique ne dépend pas aussi parfois de la plante qu'on a en face, de la plante qu'il faut arroser? Oui, c'est très bien, c'est une bonne question. La technique, il y a des plantes, par exemple, qui n'aiment pas qu'on asperge leurs feuilles. Quand vous aspergez leurs feuilles, les maladies cryptogamiques, je veux parler des champignons, n'est-ce pas, attaquent les feuilles. Mais ce système, par exemple, dépose l'eau exactement là où il faut. Là où il faut. On utilise même parfois cette technique pour apporter l'engrais. C'est-à-dire l'engrais est mélangé à l'eau, à la source, et cela est apporté à la dose qu'il faut pour la plante. Donc c'est un système très rationnel. C'est onéreux, mais c'est vraiment très rationnel.
Et à part cette technique-là, est-ce qu'il en existe une autre? Il a beaucoup de techniques, qu'il faut utiliser, c'est-à-dire de manière, même pour l'aspersion, l'eau utilisée en système d'aspersion, bon, on pouvait régler le débit de l'eau pour pouvoir acheter là, mais c'est surtout l'utilisation goutte à goutte, le système d'irrigation goutte à goutte qui utilise. Bon, il a aussi d'autres techniques hein, qu'on utilise dans les serres, où l'eau est pulvérisée sur la racine. Ça, on a déjà dans le système de culture hors sol. Pulvérisé, ça contient les nutriments et ça va directement dans les racines et cela... Là, ça évite le gaspillage de l'eau. Ça évite le gaspillage de l'eau. Ouais. Donc, on retient, cette partie, vous permettez que toutes les plantes ont besoin d'être arrosées, ont besoin d'eau, mais à un rythme... bon, chaque plante a son rythme d'arrosage. Maintenant, je veux demander, où est-ce qu'on classe la pluie dans tout ça? C'est-à-dire, quand il pleut, cette eau qui tombe, comment est-ce qu'elle est gérée sur les plantes directement? Oui, heureusement que vous voyez la quantité d'eau dont les plantes ont besoin pour nous donner de la nourriture. Si l'homme devait leur apporter ça, nécessairement, on n'aura pas fait grand-chose. On n'en aura pas assez pour les plantes. Et heureusement que la nature est là pour nous aider à arroser. Et cette eau qui arrive de la pluie, quand ça arrive, ça ruisselle, ça va généralement dans les fleuves et ça chemine vers l'océan. Mais il faut des techniques de retenue d'eau. Et c'est ce qui nous manque souvent. Il faut des techniques de retenue d'eau pour qu'au moment où on en a besoin, on puisse prélever pour pouvoir l'utiliser et arroser nos cultures. Et ce qu'on ne fait pas souvent, non seulement les cultures, même les animaux. Les animaux peuvent aller s'abreuver là. Et vous savez, n'est-ce pas, dans des pays de l'Interland, comme au Burkina Faso, les gens retiennent beaucoup l'eau qu'ils utilisent au moment où ils n'en ont pas. Et ça pose aussi la problématique de la maîtrise. La maîtrise de l'eau. Et c'est justement ce dont on parle demain dans le monde agricole. Merci beaucoup Estelle Pazou, déjà qui annonce les couleurs de demain sur la rubrique Monde agricole. Et vous recevrez qui? C'est toujours M. Deguenon toujours avec qui revient. Robert Deguenon. Oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup d'être passé nous voir pour ces échanges sur l'eau, sur cet élément indispensable à l'agriculture, à toute activité agricole. Oui, merci. Merci beaucoup. Monsieur Deguenon, Estelle Pazou, merci à vous et on se retrouve demain à la même heure, à partir de 19h dans le monde agricole. Alors, nous passons à la deuxième rubrique, c'est Nature et Bien-être. Le défi de l'eau dans le secteur agricole, mais quand on parle de santé, c'est un autre défi, c'est le défi à des soins de qualité par des médicaments qu'il faut, des médicaments vendus dans des officines. Alors, c'est ce dont il va s'agir dans Nature et Bien-être tout à l'heure avec un pharmacien, M. Koupemedji. Il va donc nous parler de ce défi-là des pharmaciens au quotidien. Mais avant, on va regarder ce reportage de Marcel Betoro. Tokpa, l'une des plus grandes plateformes de vente de produits pharmaceutiques dont l'origine est souvent inconnue. Ce trafic sordide et criminel touche surtout les pays en développement, dont le Bénin. Les populations les plus démunies en font les frais. Elles sont attirées par les faibles prix par rapport aux médicaments vendus en pharmacie. Ceux qui vont vers les faux médicaments et qui vont attraper des maladies liées à la consommation de faux médicaments n'ont jamais les moyens pour se prendre en charge, pour se traiter. C'est là où le bas blesse. Donc, il va falloir vraiment, si nous voulons demain beaucoup de cadres, nous voulons demain des travailleurs, nous voulons demain des paysans forts pour aller labourer et revenir, il faut que nous leur donnons, nous mettons à leur disposition les médicaments de bonne qualité et que nous les orientons. En plus des sensibilisations au sein de la population à consommer des médicaments pharmaceutiques, il faut surtout œuvrer à une disponibilité continue des médicaments de qualité. Si je prends l'effort qu'au Bénin, la centrale d'achat des médicaments fait, en mettant disponibles les produits pharmaceutiques génériques de très très bonne qualité. Parce que la lutte contre les faux médicaments aussi, c'est avoir la disponibilité de la qualité et l'avoir partout
sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités chaque année à travers le monde si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas les lois, les règlements, les textes, les organisations et les services pour prendre le relais de ces choses-là et faire des investigations. Pourquoi? Pour amener les gens, les délinquants, les malfaiteurs, les trafiquants, les vendeurs de mort devant les tribunaux de façon à ce qu'ils répondent de leurs actes. L'État perd beaucoup. L'État perd beaucoup. Et malheureusement, non seulement nous perdons, mais ça nous expose à beaucoup d'autres situations que l'État sera obligé de sortir de l'argent pour gérer. Donc, c'est toujours mieux de mobiliser les ressources pour barrer la voie à ceux-là, ces tricheurs-là, qui tiennent effectivement à nous intoxiquer, plutôt que d'attendre. Si nous n'allons voir seulement ce que nous perdons à côté de la santé des populations, quand moi je prends rien que les dégâts que ça doit causer, d'accord, à un individu qui l'a consommé, ça n'a même pas le coût, on ne peut même pas mesurer. Le Bénin a plusieurs dispositions à son actif pour lutter contre la vente illicite des faux médicaments. La multiplication des mesures répressives à travers une coordination régionale pilotée par la CEDEAO peut venir à bout de ce fléau qui menace tous les progrès effectués dans le domaine de la santé en Afrique. Merci beaucoup, Marcel Betoro, pour ce reportage. Alors, vous le savez, on en parle sur les chaînes de radio et de télévision de graves ennuis de santé dus à la prise de faux médicaments. On parle d'insuffisance rénale et bien d'autres maladies. Et c'est justement pour limiter ces dégâts que les forces se mettent ensemble pour la promotion des médicaments de qualité, faciliter l'accès à des médicaments de qualité à nos populations. Justement, pour parler de tout ceci, nous avons sur ce plateau M. Louis Koupemedji, je l'ai dit tout à l'heure, il est pharmacien. Bonsoir M. Koupemedji. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va. Alors, vous êtes rentré comme cela de Ouagadougou, où s'est tenu un forum, ça s'est tenu du 21 au 23 juin 2018, présidé justement par le Premier ministre burkinabé. Et dites-nous un peu, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce forum qui en est à sa 19e édition? Merci bien. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous sommes rentrés seulement il y a 24 heures de ce que nous appelons le forum pharmaceutique international. Et pour la petite histoire, c'est le Bénin qui a connu en 2000 la création donc de ce forum qui regroupe 4 instances internationales, à savoir notamment l'interordre des pharmaciens d'Afrique, l'intersyndical. L'interordre des pharmaciens d'Afrique regroupe tous les ordres des pharmaciens de tous les pays d'Afrique. Il y a l'intersyndical des pharmaciens d'Afrique qui regroupe tous les syndicats des pharmaciens d'Afrique. Et troisième instance, c'est l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels, c'est-à-dire la CAMI, dans tous les États, se sont mis ensemble dans une association qu'on appelle Association africaine des centrales d'achat de médicaments. Et enfin, il y a l'autorité de réglementation que nous appelons la direction de la pharmacie. Donc les directions de la pharmacie aussi sont dans une association qu'on appelle Association des directions de la pharmacie et du médicament. Ce sont les 4 instances qui organisent ce que nous appelons le Forum pharmaceutique international, dont le Bénin a eu l'honneur d'avoir organisé la première édition. Et la 19e édition vient de se terminer là, à Ouagadougou. Le thème, je dois dire en passant que ce forum qui vient de se terminer a connu plus de 1000 participants avec 35 délégations étrangères, dont la délégation béninoise qui était forte d'environ une trentaine de pharmaciens béninois que j'ai eu l'honneur d'avoir conduit à Ouagadougou. Alors, et le thème justement de ce FPI, c'est le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là, justement, pour cette édition? Merci beaucoup. L'un des objectifs donc, du Forum pharmaceutique international, c'est de pouvoir échanger sur des questions de grande préoccupation et notamment qui font l'actualité, et de pouvoir mutualiser les expériences et puis les efforts, les réflexions. Et comme vous venez de le dire dans votre reportage tout à l'heure, la question de la qualité du médicament préoccupe aujourd'hui au plus haut niveau les autorités,
mais aussi les professionnels de médicaments que nous sommes, nos pharmaciens, et autant aussi les populations. Quelle solution trouver à cette problématique? La solution, l'une des solutions passe également par le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Parce que si nous continuons d'être dépendants de l'étranger pour nos besoins en médicaments... Ça ouvre la porte justement à ce qu'on essaie d'éradiquer aujourd'hui. C'est l'un des facteurs, l'un des risques d'exposition aux médicaments contrefaits parce que ce que vous ne fabriquez pas vous-même, il va falloir disposer vraiment de mécanismes performants de contrôle pour pouvoir s'assurer de la qualité. Et justement, ce forum-là, ces assises-là, est-ce que ça a donné une piste de solution dans cette machine déjà au niveau local? Bien entendu. Donc, c'est pourquoi ce forum a choisi donc, de se focaliser sur faire une réflexion sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on prend le marché pharmaceutique mondial, il y a un institut qu'on appelle IMS Health qui a publié des chiffres. Ce marché est passé de 735 milliards de dollars en 2007 à 1125 milliards de dollars en 2017. Et se projette à 1435 milliards en 2022. Mais quand vous regardez quelle est la part de l'Afrique dedans, l'Afrique représente moins de 10%. Ça veut dire que sur toutes ces bagatelles de sommes, l'Afrique n'a eu qu'à capter moins de 10% de cela. Ça, c'est déjà une préoccupation. Mais la deuxième préoccupation, c'est que quand on regarde l'industrie pharmaceutique, elle n'est pas suffisamment développée en Afrique. Et pourquoi justement? On s'interroge. Est-ce que ce n'est pas manque de compétences? Est-ce que ce n'est pas manque d'acteurs? Vous êtes un pharmacien, vous êtes nombreux dans le système aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau ça bloque? Vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose de très stratégique, avec beaucoup d'enjeux. Et ça nécessite des préalables, mais avec une volonté politique fortement exprimée au haut niveau. Mais cette volonté politique aujourd'hui, elle s'exprime. Mais quand on regarde, ça ne peut pas être non plus l'affaire d'un seul État. Parce que pour que l'industrie pharmaceutique se développe, il faut aussi, bien entendu, qu'il y ait un marché. Alors, quand vous prenez le cas du Bénin aujourd'hui, on dit que nous faisons environ 14 millions d'habitants. Est-ce qu'on fait 14, 11, 11 Voilà. 11 en tout cas, millions. disons 10, 11. Ce marché ne représente absolument pas grand-chose pour une industrie, le développement d'une industrie pharmaceutique. Parce que si vous fabriquez des produits, c'est pour les écouler sur un marché. Et il y a un minimum de chiffres que vous devez pouvoir faire face aux charges et rentabiliser l'usine pour que l'activité se développe. D'où la nécessité aujourd'hui de mutualisation, c'est-à-dire déjà développer des coopérations. Voilà. Parce que l'industrie pharmaceutique a beaucoup de contraintes. Donc il faut faire en sorte que déjà qu'au niveau communautaire, comme au niveau de l'UEMOA par exemple, qui regroupe les 8 pays, que nous puissions mutualiser le marché, qu'on se mette de telle sorte que les politiques comprennent aussi, développent des mécanismes de protection de notre marché, de sorte à pouvoir faire face à la concurrence qui viendra de l'extérieur. Parce qu'aucune industrie pharmaceutique étrangère, européenne ou américaine ne vous laissera se développer aussi facilement que cela. Donc, s'il n'y a pas de mécanismes, ça doit commencer à l'interne, c'est-à-dire qu'à l'interne, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les différents ministères qui sont chargés des administrations. Je veux parler du ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, pour pouvoir trouver, parce que, voyez-vous, madame, aujourd'hui, pourquoi une industrie pharmaceutique ne peut pas tenir au Bénin? Les tests que nous avons disent que les médicaments, lorsqu'on les importe, la plupart du temps, ils sont détassés, ils ne sont pas tassables, parce que le médicament est considéré comme un bien social. Mais quand vous importez les matières premières au Bénin, les matières premières sont tassées. Vous voyez que celui qui importe les matières premières pour fabriquer des médicaments localement ici va devoir faire face à des tasses qui vont renchérir le coût du médicament. Et finalement, c'est le citoyen, c'est le Béninois, lambda qui va payer. Qui va payer. Il sera obligé de débourser
Et bien entendu, cette usine va devoir fermer parce que ces produits ne sont pas compétitifs vis-à-vis des produits importés en termes de prix. Est-ce que justement cette 19e édition apporte déjà des pistes de solutions dans ce sens? Quand vous parlez de mutualisation, et vous avez pris le cas de l'espace UEMOA, il y a plusieurs communautés comme ça. Oui. Est-ce que déjà il y a, au sorti de cette édition, des réflexions qui sont parties dans ce sens-là? Il faut déjà qu'on se mette ensemble et voilà ce qu'il faut commencer par faire. Est-ce que les populations aujourd'hui africaines peuvent espérer? Si on doit espérer, ça dépendra donc de la nouvelle politique que nos décideurs seront appelés à adopter. Elles étaient là, les autorités. Les autorités, ce forum a été patronné même par le chef d'État, le président Marc Roch-Kaboré, qui a dû déléguer son premier ministre pour venir faire l'ouverture et la fermeture. Lui-même a reçu la délégation étrangère et il a décidé donc d'être porte-voix des résolutions de ces forums auprès de ses pairs de la sous-région. Mais les réflexions, et c'est d'ailleurs en ce sens que je voudrais vous saluer, c'est de faire en sorte aujourd'hui que tout le monde soit mobilisé, y compris les médias. Parce que, imaginez-vous, ce forum s'est tout déroulé tout le temps, mais les journalistes, les éveillés de conscience, les informateurs que vous êtes, vous n'êtes souvent pas informés, associés. Un petit souci de communication entre-temps au sein des pharmaciens. Ça, c'est déjà un élément. Mais aujourd'hui, ça se règle. Voilà. Et deuxième chose, c'est à nous, professionnels, donc, de pouvoir faire le plaidoyer nécessaire auprès des autorités. Nous en réjouissons que dans notre pays, de plus en plus, cette volonté, cet engagement se manifeste et nous nous réjouissons à cet effet. Mais nous devons continuer les efforts de faire en sorte qu'il y ait des coopérations afro-africaines qui se développent. Parce que quand on regarde, même pas très loin de nous, ici, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, c'est des pays quand même qui font de grands efforts en matière d'industrialisation. Il faut que nous puissions développer des coopérations sud-sud dans le cadre donc, du transfert de technologie et que les mécanismes de protection de notre espace se développent au sein des États pour l'essor. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est très stratégique, non seulement en matière économique, mais en matière de santé publique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité au Bénin. Si une industrie, par exemple, qui fournit le Bénin dans par rapport à tel médicament, pour une raison ou une autre, décide de ne plus approvisionner le Bénin, nous sommes en insécurité sanitaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des médicaments auxquels les populations n'ont même pas accès. Quand je prends par exemple des médicaments essentiels en plus. Essentiels. Par exemple, regardez aujourd'hui, le taux des hépatites virales est en progression, avec tout ce qui suit comme cancer du foie et autres, la mort qui s'ensuit. Mais quand vous regardez le ratio de personnes qui ont accès à ce traitement, c'est infime. On peut vous dire le nombre de personnes qui meurent aujourd'hui de cancer de foie. Mais on n'a pas accès au traitement parce qu'on ne fabrique pas les médicaments dans notre espace. Et le médicament peut même devenir, à un moment donné, un produit de guerre. En fait, il y a beaucoup de choses autour de cela. Donc, il va falloir que nous sortions des discours classiques connus de tous les jours pour qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse et que les autorités puissent prendre la meilleure option qu'il faut pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, en tout cas, M. Koupé-Medji, des informations très importantes. Merci d'être venu nous voir. C'est à moi. J'espère que vous allez revenir encore avec d'autres informations utiles, parce que nos populations ont besoin d'avoir accès aux médicaments, pas aux médicaments de rue. Et là, nous saluons l'effort du gouvernement de continuer afin que les populations soient en sécurité. On poursuit le périple et à présent, on va écouter l'expert. C'est l'expert des mercredis sur le grand rendez-vous. C'est vrai qu'il nous arrive de le prendre autre jour que mercredi. Sinon, en temps normal, on lui a dédié les mercredis. C'est Marcel Lefond, le coach motivateur. Alors aujourd'hui, c'est pour nous motiver à avoir un vocabulaire qui nous propulse, un vocabulaire qui nous envoie très loin. Mais avant d'en arriver là, on récap rapide
rapidement, avec Marcel Lefon, on avait parlé des étapes dans le changement, tout un processus pour un changement de comportement. Marcel Lefon, bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Karam. La pleine forme, on ne revient pas là-dessus, puisque c'est vous qui motivez. Donc, absolument, la parfaite santé, comme le disait toujours un ami sur ce même plateau. Merci aux téléspectateurs qui ont accepté de prendre encore une fois de nouveau ce rendez-vous d'apprentissage, de donner surtout et de recevoir. Il a été question, comme vous l'avez dit dans votre introduction pour nous, pendant 6 semaines d'affilée, d'aborder avec les téléspectateurs le processus qui conduit vers les résultats lorsqu'on veut amorcer le changement. Et lorsque nous parlons du changement, comme vous le savez, c'est le changement dans votre vie de famille, c'est le changement dans votre carrière, c'est le changement par rapport à vos finances, c'est le changement par rapport à votre fortune, pourquoi pas, c'est le changement par rapport à votre état de santé, parce qu'il y en a actuellement qui ont besoin d'avoir une parfaite santé, mais qui recherchent, pourquoi pas, une meilleure santé que ce qu'elles ont en ce moment. Donc, le changement touche également l'aspect santé, le changement touche, pourquoi pas, également votre éducation, votre développement personnel, spirituel. Mais, comme vous le savez, il est difficile de changer. Les gens longtemps se sont promis. On a souvent peur, cette phobie du changement, cette phobie de la révolution. Mais pourquoi ça a toujours été comme ça? Oui, ça a toujours été comme ça parce que le cerveau aime alors ce qui soulage la douleur et ce qui procure par exemple du plaisir. Et lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui ne procure pas du plaisir à votre cerveau, vous êtes dérangé, vous êtes dans l'inconfort. Ce qui fait que les gens ont bien envie de changer. Parce que ce qui amène à changer réellement, c'est le résultat que vous avez. Vous avez un résultat qui est en face de vous, vous n'êtes pas content. Vous avez pris quelques kilos parce que vous avez changé d'habitude alimentaire ou parce que vous avez arrêté de faire le sport ou parce que vous avez été un peu plus stressé dans le passé. Mais vous avez un résultat qui est en face de vous qui demande nécessairement le changement. Mais ce changement, alors, le processus par lequel vous parvenez au résultat, ce processus ne donne pas nécessairement du plaisir au cerveau, ne procure pas du plaisir au cerveau. Donc le cerveau a du mal alors à entamer un processus qui ne lui donne pas du plaisir. Ce qui fait que les gens ont envie de changer, mais le changement est très difficile et compliqué. Ce qui nous a amené naturellement, pour ceux qui nous ont suivis pendant les 6 semaines passées, ce qui nous a amené à séquencer, à mettre en plusieurs étapes le processus qui vous conduit alors de la prise de décision, de la promesse que vous faites, à l'acte même, au résultat que vous désirez. Alors qu'il faut bien, changer, il faut bouger, il ne faut pas stagner si on veut vraiment aller de l'avant, si on veut exceller dans quelque chose. On est obligé de consentir, de faire des sacrifices, d'accepter, de faire des compromis, d'avancer, de ne pas écouter les critiques et tout, encore que les critiques servent à vous faire avancer. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour parler donc du vocabulaire. Comme quoi, ce que nous sortons de notre bouche aussi peut nous ralentir, comme cela peut nous faire faire des pas en avant. Marcel. Absolument. Selon des études menées par des psychologues américains, les expressions que nous utilisons ont tellement d'impact qu'elles peuvent nous mettre en dépression tout de suite en peu de temps, comme elles peuvent également nous donner, nous galvaniser, nous transformer en quelqu'un qui vit la vraie vie d'abondance. Donc la question c'est, quel est notre vocabulaire, quel est notre lexique au quotidien, quelles sont les questions que nous nous posons? Évidemment, les questions que nous nous posons nous permettent d'aller vers la recherche des solutions. Et lorsque nous avons les solutions, nous sommes contents ou nous ne sommes pas contents. Donc ce qui nous amène aujourd'hui, pourquoi pas, à aborder avec les téléspectateurs qui ont eu de la passion et du plaisir, à nous suivre pendant 6 semaines maintenant, à adopter une nouvelle méthode aussi bien à la maison que leur lieu de travail, dans leur lieu de culte, partout où ils passent, dans leur environnement, à avoir une attitude, à avoir un vocabulaire que nous appelons un vocabulaire transformationnel, c'est-à-dire qui leur permettent d'être en alignement avec ce qu'ils veulent avoir comme résultat et de commencer à savourer les premiers résultats de leur changement. Donc voilà ce que nous dirons aujourd'hui avec les téléspectateurs et c'est avec plaisir. Et comment faire pour avoir cette énergie-là justement? Justement, il faut commencer d'abord par faire un brainstorming, il faut commencer par faire une analyse. L'analyse consiste à repartir à la manière dont vous décrivez les faits. Il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils veulent vous dire simplement « mon enfant est malade », ils cherchent des expressions pour démontrer comment est-ce que l'enfant est en train de faire 40 degrés de température. Mais dans nos langues aussi bien en français que dans nos langues habituelles, nous avons des expressions qui zooment
qui décrivent pour montrer justement à notre interlocuteur que la situation est grave. Mais je peux vous rassurer, cette description, ces expressions que vous utilisez sont puisées alors dans un vocabulaire partagé par tout le monde. Et lorsque vous commencez à utiliser ces expressions, on sait que l'heure est grave, on sait que la situation est difficile, on sait que c'est compliqué. Et ce qui fait que lorsque vous faites recours à ces expressions, à ces mots, pour décrire la situation que vous avez en face de vous, alors vous transformez les gens, peut-être qui étaient heureux, en des gens qui deviennent tout de suite malheureux. Alors parce on n'a pas forcément besoin de ça, d'alarmer en fait. Ce sont des alarmistes. Du coup, on n'a pas besoin de s'alarmer. On a besoin juste de rassurer, mais d'utiliser des expressions simples, mais qui ne contiennent pas de l'énergie négative. Parce que l'énergie, lorsque vous le sortez, vous le distillez dans l'atmosphère, alors ça commence à avoir d'effet. Donc voilà comment on peut décrire simplement l'impact que peut avoir le vocabulaire transformationnel, mais on va revenir tout à l'heure là-dessus dans les détails. Exactement, exactement. Monsieur Effon, c'est très bien dit, on va revenir là-dessus. C'est juste 15 minutes, le temps pour nous de retrouver Nadège Soni pour le 1945. Vous avez l'antenne, Nadège. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Laisser quelques pièces de monnaie ou billets de banque après un service satisfaisant est une habitude dans les bars et restaurants au Bénin. Seulement, le pourboire n'est pas obligatoire et dépend du bon vouloir du client. Comment arriver à concrétiser ses rêves et atteindre ses objectifs? Plusieurs personnes se posent fréquemment cette question. Un spécialiste en coaching nous donne les étapes à suivre pour y arriver. L'aventure s'arrête aussi en poule pour le Nigeria à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles ont concédé une défaite hier devant l'Argentine. Un revers reste en travers de la gauche de leurs supporters. La problématique de l'abus et le trafic des drogues préoccupe les acteurs de la société civile béninoise à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drogue célébrée hier. Pamela Agbozo, actrice de la société civile, invite les gouvernants à veiller à ce que les politiques de lutte contre l'abus et le trafic des drogues respectent les droits de l'homme. Elle est au micro de Benol Djogbe et Patrick Adjagbodjo. Les drogues sont des substances qui agissent sur la capacité physique ou mentale des personnes. Donc les gens y vont pour pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes, soit des problèmes de capacité physique, pour pouvoir travailler sur de longue durée, ou alors parce qu'ils ont des problèmes psychiques, ils y vont peut-être sans avoir forcément connaissance des conséquences de la drogue sur leur vie. La drogue est une substance illicite. On vous surprend avec de la drogue, c'est une infraction et vous encourez des peines d'emprisonnement. Je pense que depuis plusieurs décennies, l'État fait des choses en matière de lutte contre la drogue. Ce qui est saisi était produit, a été destiné à la consommation. Et quand c'est saisi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pourront plus avoir accès à ces substances et la consommer. Donc c'est déjà encourageant, il y a des choses qui se font. Mais ce que nous, on souhaiterait avoir encore de la part de l'État, c'est que cette politique de lutte contre la drogue au niveau du Bénin prenne en compte les droits humains. Droits humains dans le sens où celui qui consomme de la drogue, il est une victime. La victime d'un système, parce qu'il y a eu des gens qui ont produit, des gens qui ont trafiqué pour que ça arrive à son niveau. S'il arrive à consommer, c'est que l'État a failli à un moment donné pour que lui puisse avoir accès à la drogue. Donc si l'État a failli, il faut que l'État trouve les solutions pour pouvoir amener cette personne qui consomme de la drogue à reprendre sa vie et avoir une vie sociale normale. Et pour ça, il faut la prise en charge médicale. C'est une pratique courante dans les bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou. Après le service, les clients laissent quelques pièces d'argent aux serveuses. Cela s'appelle le pourboire, un acte de générosité qui soulage les bénéficiaires. Dans le rang des clients, les raisons qui les motivent varient selon des critères bien définis. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Polycap Oussou. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes employés dans des bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou et payés en dessous du SMIC à la fin du mois. Pour faire face aux charges quotidiennes, ils devront compter sur la générosité des visiteurs qui laissent parler leur cœur. Ils donnent à dessein le pourboire,
Une modique somme d'argent versée en remerciement non seulement pour services rendus, mais aussi et surtout pour leur permettre d'arrondir leur salaire dérisoire. Le salaire qu'on leur paye là, si c'est à ça ils doivent s'en tenir, ça ne suffit pas. Et c'est à côté là qui les motive souvent. Des fois même ça dépasse leur salaire. Quand tu fais beaucoup, tu travailles pendant beaucoup de temps, il y a la maladie qui est là. Donc il faut essayer de leur donner quelque chose. Parce que dans une semaine, ils ont un jour de repos. Donc s'ils sont conscients de leur santé, c'est des gens qui, quand tu auras repos, tu pourras aller à l'hôpital pour te faire soigner. C'est dans ça qu'il faut leur faire quelque chose. Le montant varie entre 50 et 500 francs CFA. Pour en bénéficier, les serveuses et serveuses devront compter avec les exigences de certains clients. Quand ça dépend de la manière aussi dont on t'a accueilli. Il y a les servants, vous voyez, ils ont des émotions, des humeurs bizarres aussi. Des fois, même avant de partir, on ne dit tu n'auras rien parce qu'elle n'a pas bien servi, n'a pas bien servi. On se dit, bon, toi, tu n'auras rien. Et qu'on attend même pour prendre tout avant de partir. Geste de sympathie, de charité, volontaire et surtout facultatif, le pourboire s'érige progressivement en une obligation de nos jours. Les potentiels bénéficiaires usent de stratagèmes pour forcer la main aux visiteurs. Les hommes avertis décodent facilement le message. Dans certains contextes, vous avez toujours un petit casier qui est là. Et la jeune femme ou bien le jeune homme vous sert bien. Et quand on vous demande la facture, on vous amène ça dans ce petit cela. Et ça vous rappelle bien que vous avez laissé quelque chose aussi. Donc, moi, je suis devenu très habitué quand je vois cet instrument-là. Quand je prends ma facture et je paye, je laisse quelque chose. À la question de savoir s'il faut légaliser le pourboire en République du Bénin, comme c'est le cas dans certains pays, les avis restent divergents. Pour moi, non. Parce qu'il faudrait que je prends mon cas, je le fais selon mon consentement. Donc il faudrait pas que ça soit quelque chose, ça soit une obligation, quoi. On peut légiférer là-dessus et on va gagner deux choses. La personne, la serveuse ou le serveur a une motivation plus accrue. Et celui qu'on sert sera encore beaucoup plus à l'aise. Quelques petites blagues et ça met tout le monde à l'aise. À côté d'un simple geste de générosité, certains clients se cachent derrière le pourboire pour développer bien d'autres comportements déviants à l'égard des serveuses. Si certaines confessent qu'elles résistent, d'autres se laissent facilement prendre au piège. Généralement, l'homme aspire au bonheur sur terre, mais pour y parvenir, un sens de responsabilité s'impose selon les coachs experts en développement personnel. Il est de coutume de dire que l'homme est l'artisan de son bonheur ou de son malheur. Comment alors parvenir à accomplir son désir? Élément de réponse avec le coach Marcel Effon. Vous avez certainement produit d'extraordinaires résultats dans votre carrière. Mais il se fait que pour en arriver là, peut-être, vous avez dû sacrifier quelques attentions que vous aviez de par le passé dans votre vie de famille ou dans votre vie de couple. Alors, il va falloir à un moment donné que vous puissiez faire le rééquilibre de votre vie, aussi bien au point de vue professionnel, mais également par rapport à la famille. Mais pour avoir ces résultats que vous avez, qui sont très bien, mais il va falloir que vous payiez un prix pour avoir les mêmes résultats que vous avez par rapport à votre vie de famille, votre vie de couple. Lorsque tout ce que vous avez, toute la fortune, toute la richesse que vous avez dans la vie, ce n'est rien que l'argent, alors vous êtes un vrai insuccès. Ce n'est pas pour autant pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais lorsque vous avez l'argent, il faut bien avoir les autres choses qui accompagnent l'argent pour que vous puissiez avoir le vrai équilibre de vie, ce qu'on appelle l'abondance de vie. Et pour avoir cette vie d'abondance, en faisant un vrai parcours, une checklist, on se rend compte qu'il y a encore des choses qu'on doit faire, d'où la question du changement. Le changement, c'est des actions. Le changement, c'est des comportements. Le changement, c'est une révolution. Le changement, c'est une grande volonté. Le changement, c'est de la motivation. Le changement, c'est une répétition. Il ne suffit pas simplement alors de décider de changer. Si c'est dans votre entreprise que les choses ne vont pas, posez-vous la question, en quoi moi, chef de l'entreprise, ou manager, ou patron, je contribue alors à cette situation négative qui ne nous permet pas de produire du résultat. Cette question, je l'appelle une question dynamisante. Il y a des questions qui vous limitent. Il faut savoir vous poser des questions, il faut savoir utiliser les expressions. Il y a des expressions, lorsque vous les utilisez, vous créez un environnement, un état d'esprit qui vous conduit vers la victimisation.
mais il y a des expressions, il y a des questions, lorsque vous les posez, vous mettez sur le boulevard du succès, c'est-à-dire en alignement avec les résultats que vous désirez. Pas de huitième de finale pour le Nigeria à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles n'ont pas réussi à franchir l'obstacle argentin. Et bien sûr, c'est la déception dans les rangs de leurs supporters. Retour sur cette soirée avec Anthony Alaka et Herman Amégan. Ils ne parlent plus d'une même voix. Et pourtant, ici, l'anglais est roi. Signe qu'ils sont entre Nigérians. Les propos deviennent divergents car l'adrénaline est montée d'un cran. À l'origine, ce but de Lionel Messi. Nous sommes à la 14e minute. L'Argentine mène 1-0. Les Super Eagles ont un pied à Abuja. L'Argentine attaque. Le Nigeria contre-attaque. Les poulains de Gernot Rohr se procurent des occasions, de quoi décrisper un peu l'atmosphère. Malgré ces efforts, les Verts et Blancs ne vont pas réussir à revenir au score. À la mi-temps, l'Albi Céleste a toujours l'avantage. Mais ici, dans le camp des supporters, le mot d'ordre est clair, pas question de se décourager. J'aimerais que le coach change de formation afin que nous puissions marquer en deuxième partie. À défaut d'une victoire, prions pour le match nul. Nous espérons que le Nigeria joue bien en seconde partie pour que nous puissions obtenir le match nul. La seconde période commence sur des chapeaux de roue pour les Nigérians qui vont même bénéficier d'un pénalty dont Victor Moses se charge efficacement. À cet instant de la rencontre, le Nigeria revient de loin et peut espérer jouer les huitièmes de finale. La rencontre s'emballe avec une domination nigériane, mais à la 85e minute, un calme absolu s'observe. D'un plat du pied, Marcos Rojo venait de briser le rêve d'un pays, voire de tout un continent. Dépité, on s'accroche à un brin d'espoir, à l'avènement d'un but hypothétique qui ne viendra jamais. C'est la déception. Bon, je suis un peu déçu, mais on n'a pas le choix. Le Nigeria est fait face à une équipe très bien regroupée. C'est l'Argentine. Bon, j'en doute bien moi quand même. J'en doute bien que le Nigeria va sortir. Parce qu'ils sont face à une très bonne équipe. Comme vous le savez, Léo Messi. Donc, bon, un peu mécontent du match quand même. Ce soir, le Nigeria était fort, mais pas assez pour éliminer l'Argentine de Lionel Messi. Le gouvernement du Togo s'est doté d'une stratégie nationale d'électrification avec le soutien de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. C'est un plan ambitieux avec une approche globale qui va servir de feuille de route pour des investissements dans le secteur de l'énergie. Pour conduire cette initiative qui nécessitera 1000 milliards d'investissements, le gouvernement compte s'appuyer sur divers instruments de financement provenant de plusieurs investisseurs. Le district de Adeni, situé dans la région de Tonga, en Tanzanie, va accueillir la construction d'une usine de transformation de manioc. Cette implantation de l'usine fait suite à un accord signé entre les autorités du district et une entreprise chinoise. Selon les précisions du Centre tanzanien des investissements, l'infrastructure coûtera 10 millions de dollars et sera dotée d'une capacité journalière de traitement de 200 tonnes de manioc. Au-delà de l'activité de transformation, ce projet devrait permettre de renforcer la capacité des producteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.bj. À demain.
Nadège Sani, c'était donc avec vous l'actualité, le 19h45 pour le compte de ce 27 juin. On vous souhaite donc de passer une très très belle soirée chez vous. Bon retour. Alors, nous, on est encore là pour la suite de Espère et puis Autant savoir avant de se quitter. Voilà, nous sommes avec Marcel Lefond, avec qui aujourd'hui nous parlons donc de vocabulaire dynamisant. Alors, comme quoi, il y a des mots qu'il faut, des expressions qu'il faut utiliser, des expressions à bannir aussi hein, de son vocabulaire si on tient vraiment à réussir, si on tient à aller vers le succès. Marcel Lefond. Oui, merci madame. Comme on le disait tout à l'heure, surveiller évidemment son langage, c'est vraiment avoir une vraie estime de soi. En coaching, lorsque vous rencontrez des gens, la première chose qui frappe, lorsque des gens sont déprimés, lorsque des gens sont dans une situation difficile, la première chose qui frappe, c'est que ces gens-là, personnellement, perdent l'estime en eux. Et cela se traduit par leur mine qui apparemment est bizarre, cela transparaît par les expressions, les mots que ces gens-là utilisent pour décrire la situation dans laquelle elles se trouvent. Quelqu'un te dira par exemple, tout est foutu, ma vie est foutue, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, je ne suis plus rien. Maintenant, alors, ça c'est quelqu'un qui le dit, un exemple. Maintenant, quel doit être le langage de son entourage, justement, pour le sortir de cette situation? Alors, je dis toujours aux gens, le langage, vous ne pouvez pas fabriquer le langage dans votre environnement. Vous ne pouvez pas changer, par exemple, la manière de penser, la manière d'agir ou les expressions que des gens utilisent dans votre environnement si tant que vous n'avez pas le contrôle sur cet environnement. Quand on parle de l'environnement, c'est peut-être, par exemple, dans une foule dans laquelle vous vous retrouvez, dans une conférence, dans une salle de formation ou alors dans un bureau avec les collègues. Mais des collègues sur lesquels vous n'avez pas nécessairement alors le pouvoir de changer les mots, les expressions ou même les questions qu'ils se posent. Donc parfois, nous avons très peu de pouvoir sur l'environnement. Mais le pouvoir, la grande puissance que nous avons, c'est que nous avons encore le contrôle de nous-mêmes. Nous avons encore le contrôle, la puissance alors de poser des questions, d'utiliser des expressions nous-mêmes pour changer l'impact que ces expressions peuvent avoir sur ce que nous voulons vivre. Et un exemple d'expression. Oui, un exemple d'expression, par exemple, quelqu'un peut dire, en voulant traduire son état de déception, il peut dire « je suis frustré ». Okay? Quelqu'un peut dire « je suis frustré »,« je suis déçu ». Quelqu'un peut dire « je suis pauvre ». Quelqu'un peut dire, par exemple, « je suis furieux »,« je suis humilié ». Mais vous voyez quelqu'un qui dit « je suis humilié ». Alors quelqu'un qui est humilié, vous voyez l'état d'esprit que ça donne, vous voyez l'image de quelqu'un qui est humilié. Quand vous arrivez à dire « je suis humilié », alors vous recherchez cette image. Même si vous n'aviez pas le comportement de quelqu'un qui était humilié, alors vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui était humilié. Donc, plutôt que de dire « je suis humilié » ou bien… Je suis humilié, par exemple, il faut dire… Qu'est-ce qu'il va dire toujours pour exprimer cet état? Mais les gens n'ont pas reconnu mon importance, par exemple. Voilà. Les gens qui vous humilient, c'est des gens qui ne savent pas de quoi vous êtes capable. Et on a dit ici, pendant les 6 semaines passées, que le cerveau a une super puissance. Et lorsque vous avez confiance en votre cerveau, quelle que soit la situation, la circonstance en face de laquelle vous vous trouvez, vous avez le choix entre décider de prendre le contrôle de la situation en disant « mes interlocuteurs alors ne me comprennent pas ou ne me connaissent pas ou sous-estiment mes capacités plutôt que de dire alors je suis humilié ». Quelqu'un qui dit par exemple « je suis frustré », il peut dire « oui, j'aurais aimé me sentir beaucoup plus à l'aise dans cette situation que d'être tel que je suis maintenant ». La frustration est un état de négativité. Ça vous rabaisse, ça vous met dans une position où vous ne vous sentez pas bien. Quelqu'un qui dit par exemple « je suis déçu », alors il peut dire « oui, je n'ai pas trouvé des gens qui alors sont alignés sur ce que je désire » ou des gens qui n'ont pas compris ce que je veux faire. Il faut trouver des expressions pour décrire l'état que vous recherchez plutôt sans pour autant vous noyer vous-même, vous auto-flageller. Oui, ce qui se passe en fait, les expressions ne sortent plus sans effet. Chaque mot sans expression que vous sortez, aussi bien à l'endroit des autres que pour vous, alors ne sort plus sans effet. Voilà. À partir du moment où vous sortez le mot ou l'expression frustré, déçu, furieux ou pauvre, je suis en galère, alors vous commencez à vous mettre en conditionnement vers Marcel, ça va paraître de la théorie pour nos amis téléspectateurs, c'est normal, mais ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est de remplacer à chaque fois une expression par ce qu'il faut. Absolument. Normalement. Dans la deuxième étape, vers ce processus d'outils,
pour accompagner le changement. On va voir avec les téléspectateurs comment procéder à de petits jeux. Plutôt que de dire je suis frustré, on va mettre la flèche. La flèche, je suis ça. Je suis tel. Les gens ne me comprennent pas ou ne savent pas. Les gens ne connaissent pas ma valeur, ne connaissent pas mon importance. J'aurais bien aimé que les gens savent de quoi je suis capable. Et on peut aller jusqu'à demander aux téléspectateurs, plutôt que d'avoir des tableaux, des photos affichées dans votre maison, par exemple, les expressions qui reviennent dans votre maison, vous pouvez les faire calligraphier et vous les affichez. Par exemple, au lieu de dire telle expression, vous mettez telle expression en pêle-mêle sur un tableau, quelque part où vous voyez, vous avez le regard tout le temps, ça commence à changer votre vocabulaire. Et lorsque votre vocabulaire change, je peux vous rassurer, vous commencez à vous poser les bonnes questions sur la vie. Positif, ça impacte le cerveau. Votre personnalité d'abord. Et quand le cerveau est impacté, vous avez la super puissance de conduire vers le succès tous les projets que vous engagez dans n'importe quel domaine de la vie. C'est là où c'est extraordinaire, c'est là où vraiment c'est très bon pour des gens qui nous suivent en ce moment. Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui seront à ce rendez-vous, nous allons faire l'effort maintenant de faire de la substitution, de proposer un certain nombre de mots limitatifs, avec bien sûr des mots dynamisants et les remplacer par des mots dynamisants. Pour reprendre le contrôle des diverses situations face desquelles nous nous retrouvons. Voilà. Merci beaucoup Marcel Lefond. Avant de vous laisser partir, alors si je prends le cas d'un enfant qui est timide et qui, à l'école, se sent rejeté par les siens, par ses camarades, et quand il vient à la maison, il est tout triste et tout. C'est un exemple parmi tant d'autres, ou même un collègue aussi au bureau qui ne se sent pas toujours compris par ses supérieurs, par sa hiérarchie ou par ses collègues. Oui, absolument. Avant de rentrer dans un débat, il faut que vous soyez vraiment armé d'un lexique. Comme par exemple, nous sommes à table, nous sommes en train de parler, on est en train de causer d'un sujet. Lorsque vous n'avez pas un vocabulaire lexique qui soit habilité pour s'exprimer de la façon la plus vraiment relaxe et à l'aise dans le sujet, alors on devient réceptif, mais on n'agit pas, on ne parle pas. Ce qui fera que monsieur dira, quand je suis avec ma femme, elle n'arrive pas à faire les débats avec mes amis, elle ne communique pas. Alors il faut repartir à son lexique. Quel est son lexique? Peut-être, pendant longtemps, elle est restée dans un milieu où on n'a parlé que du droit, où on a regardé que des films liés au droit. Elle a un bon lexique par rapport, par exemple, à ce secteur ou à ce domaine précis. Mais lorsque tu rentres dans un autre milieu avec lui, où on doit parler de la santé, on doit parler de l'environnement, comprend qu'elle n'a pas de lexique alors disponible pour pouvoir s'exprimer, être à l'aise, confortable avec elle-même en prenant alors des positions dans ce débat. Je veux dire quoi? Lorsque vous arrivez à constater que votre enfant a de l'incapacité à agir dans un milieu donné, il faut comprendre simplement que cet enfant n'est pas doté d'outils alors pour s'exprimer ou pour montrer qu'elle prend le contrôle, qu'elle peut conduire les débats. Donc ça ne s'exprime pas la timidité. On dit que l'enfant est timide, on dit qu'il va devenir timide, mais quand vous passez tout le temps, par exemple, à parler votre langue vernaculaire, ce qui est une très bonne chose pour nos cultures, à la maison avec l'enfant. Et on fait la promotion aujourd'hui de nos langues. Hein. Oui, naturellement, on doit faire obligatoirement la promotion de nos langues sur d'autres cieux. J'appelle nos langues des zones de valeur. Il y a des choses que vous pouvez dire en français, mais qui ne sont pas toujours bien, que vous voulez bien dire dans votre langue parce que c'est votre zone de valeur, vous ne pouvez pas les prononcer. Et parfois, ça nous fait du bien. Je pense que parler nos langues est une chose extraordinaire. Mais dans le cas d'espèce, lorsque votre enfant parle une langue vernaculaire à la maison et que vous l'envoyez en vacances ou vous l'envoyez dans un milieu où les gens ne parlent que le français, il devient tout de suite timide parce qu'il n'a pas un lexique, il n'a pas un vocabulaire. Et le vocabulaire qui est utilisé là-bas lui devient nouveau. Donc, il prend du temps pour dire au cerveau, eh bien, nous sommes en face d'une situation par rapport à laquelle il faut qu'on s'adapte. Et dans ce contexte d'adaptation, alors, il fait le cursus qui lui permet de devenir responsable des nouvelles situations en passant par l'acceptation de la situation, l'observation, de pardonner les gens, par exemple, qui lui diront des choses auxquelles il ne pourra pas répondre, et puis après commencer à pratiquer l'introspection qui lui donne maintenant les réponses et il commence à constituer un langage, un vocabulaire. De même, les expressions et les mots que vous utilisez, si ces expressions ou ces mots sont vulgaires, lorsque vous rentrez dans un milieu où les gens ont une culture alors d'aisance et de gens bien éduqués, ou c'est l'élite qui est là, vous êtes un handicap. Vous êtes un handicap, vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc ça peut être un vocabulaire limitatif qui vous diminue dans un contexte où ça peut être également un vocabulaire donc, alors comme quoi dynamisant. chaque caïman doit avoir son marigot. Alors qu'on doit pouvoir être à l'aise, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, à l'aise dans tous les marigots, si on est un caïman. Et pour être à l'aise dans tous les marigots, comme je le dis aux gens, on doit retourner à l'école. Retourner à l'école consiste, comme on venait de le dire précédemment, à commencer à faire un listing de quels sont ces défis en se posant les bonnes questions. Merci le cerveau beaucoup, est là Marcel. pour ça. La super puissance du cerveau nous permet de répondre à toutes les questions que nous nous posons, quelles que soient les circonstances et les situations face desquelles nous sommes. Merci beaucoup, Marcel Lefond, de très beaux échanges, en tout cas édifiants pour chacun de nous. Enfin, moi, j'en ai retenu
pas mal d'informations. Merci et on vous retrouve mercredi prochain. C'est calé avec les téléspectateurs. Plaise à Dieu, nous serons là pour partager toujours avec les téléspectateurs pour leur meilleur et leur transformation. Et cette fois-ci, ça va être l'élément 2, puisqu'aujourd'hui, on a parlé de l'élément 1, toujours dans le langage transformationnel. Absolument, oui. Merci beaucoup à vous, Marcel Lefond. Le dernier plateau que nous allons installer, c'est Autant Savoir. On saura si le marché de l'emploi est là pour accueillir ces nouveaux métiers liés aux technologies de l'information et de la communication. Autant Savoir. Notre ingénieur en télécom et réseau revient, M. Nicolas Gbenou. Il est là avec Agnès Bello. On va les installer. Le temps pour nous de jeter un coup d'œil rapidement sur ce que Patrick a partagé avec nous. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécom et réseau sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécom et réseau, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC, comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse, donc c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever.
Très peu d'écoles, mais il y en a quand même et qui finissent leur formation dans ces nouveaux métiers, TIC, information et communication. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a des débouchés pour eux? Est-ce qu'il y a des entreprises pour les employés? C'est ce dont on va parler avec vous, Monsieur Nicolas Benouton. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes un ingénieur en télécom et réseau. Bonne arrivée. Merci, mesdames. Merci. Agnès Bello, bonsoir à vous. Merci pour la patience. Vous êtes les derniers que je reçois sur le grand rendez-vous aujourd'hui. Merci pour la compagnie aussi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Alors, nous parlons des débouchés. Il y en a certainement. On ne peut pas dire, puisqu'aujourd'hui, ça galope. La démographie évolue et il y a des technologies qui sont là. Il y a de ces métiers qui se créent de gauche à droite, un peu partout. Il y a forcément des entreprises pour eux. Eh bien, vous faites bien d'en parler. Ce qui est d'ailleurs formidable avec l'éthique, c'est que les métiers se créent au fur et à mesure, c'est-à-dire on en a de plus en plus. On va revenir un peu sur ce qu'on peut appeler anciens métiers. On parlera peut-être un peu aussi des nouveaux métiers. On parlera également d'autres débouchés pour tous ceux qui se font former en télécom. Donc, mesdames et messieurs, restez fidèles à votre poste. Ça démarre tout de suite. Ils sont fidèles. Alors, monsieur Benou Nicolaton, je rappelle que vous êtes ingénieur en télécom, c'est vrai, mais vous êtes également un enseignant. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, j'aime bien vous appeler vétéran des télécoms. Ça, c'est juste moi qui le dis. Oui, mais c'est sûr. Ça n'engage que moi. C'est pas grave. Tous ceux qui me voient savent que j'ai un âge certain, pas un certain âge. C'est sûr. Alors, dites-nous un peu, hein, à votre époque, il y avait à peu près quels étaient les débouchés quand on va vers les télécoms? Et on reviendra un peu à aujourd'hui, quels sont les métiers qui s'offrent aux jeunes qui se font former? Merci. En mon temps, quand j'ai commencé les télécoms étaient toutes puissantes. En réalité, c'est les métiers qui conditionnaient les besoins. Et il n'y en avait pas beaucoup en termes de métiers. On sortait spécialisé. Quand vous rentrez à l'OPT à l'époque, il n'y a pas beaucoup de choses. Ou vous êtes spécialiste de communication, c'est les centraux téléphoniques. Ou, comme moi, vous êtes spécialiste des réseaux interurbains, on appelle ça les liaisons à grande distance. Soit vous êtes spécialiste des installations urbaines qu'on appelle lignes aériennes et souterraines, ou vous êtes spécialiste du téléx, et on a fait le tour. L'exploitation, c'est les opératrices, et puis c'est fini. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on était tout puissant. Tout puissant. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de métiers, d'accord, de nouveaux métiers qui apparaissent. Heureusement. Vous m'en parlez justement, qu'il y a un nouveau métier même. Donc, parlez-nous un peu de ces métiers-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un point intéressant sur lequel tout le monde entier est d'accord. C'est que le secteur des télécommunications et des TIC représente aujourd'hui les plus grosses opportunités de métiers et d'emploi dans le monde. C'est la plus grosse bulle économique et cela se voit. Voyons, vous avez ça. Tout le monde a cet objet. Un téléphone. Un téléphone portable. Moi, je l'ai dans la main, vous avez dans vos sacs, vous les avez dans vos poches. Mais c'est un outil merveilleux. En lui seul, il rassemble des dizaines de métiers pour que ça marche. Des dizaines de métiers. Des designers. Tous ayant trait au télécom. Des designers déjà pour l'ergonomie, des ingénieurs de recherche et de conception et de standardisation pour les standards techniques utilisés dedans, des dizaines de gens pour dire si on veut parler, voici ce qu'il faut faire, etc. C'est des dizaines de métiers différents qui étaient complètement différents des 5 ou 6 métiers que j'ai cités tantôt et qui faisaient les télécoms. Le téléphone portable, en lui seul, regroupe plus de 10 métiers, rassemble presque tout pour sa mise en œuvre et pour son service, rassemble tous les métiers des télécoms. Le téléphone portable, c'est un service, on parle, mais c'est accessoire aujourd'hui. Le téléphone portable vous permet de payer vos factures,
vous permet de commander, vous permet d'acheter, vous permet de régler et de vous faire livrer. Le téléphone portable vous permet de sécuriser votre maison, de commander des systèmes de votre maison. Tiens, vous avez votre téléphone portable, vous passez devant un supermarché. Si vous utilisez des systèmes d'Internet interconnectés, des objets aujourd'hui, votre téléphone s'en dit, monsieur, n'oubliez pas, il n'y a plus de yaourt dans le frigidaire. Ah oui, hein? Oui, le téléphone portable fait tout et c'est pour ça qu'il rassemble l'ensemble des métiers. Nous allons commencer déjà par ce que nous voyons tous. Pour que ça marche, il faut une infrastructure, des réseaux d'infrastructures, des routes, des autoroutes. Pour venir au cas du Bénin, pour que ça nous soit assez compréhensible, le Bénin a choisi de faire ces routes-là pour que les TIC deviennent vraiment un facteur de développement. Ces routes comprennent de grosses liaisons à fibre optique qui vont relier toutes les communes. Rien que pour ça, il faut des ingénieurs de recherche pour faire le design. Il faut des intégrateurs qui vont travailler dans les usines pour rassembler les différents éléments. Il faut des ingénieurs pour faire le profilage. Il faut des ingénieurs qui vont surveiller et régler le déploiement, des ingénieurs qui auront comme métier la configuration et les tests, des ingénieurs qui vont faire la maintenance, etc. Rien que pour ça, vous voyez le nombre de métiers qu'il faut pour qu'on puisse rejoindre Parakou tout simplement à Cotonou. Maintenant, il faut l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut des gens qui déploient le réseau mobile sur lequel... Donc, il faut des ingénieurs du réseau mobile, il faut des ingénieurs de développement des services sur mobile, il faut vraiment... Alors, de par tout ce que vous venez de nous dire, on se rend compte que le secteur des télécoms est très porteur ici au Bénin. L'offre est là, c'est-à-dire on a besoin d'ingénieurs en télécom, on en a véritablement besoin. Mais déjà, si on en a besoin, est-ce que ceux que nous avons là suffisent pour tous ces défis à relever dans le secteur? Vous avez raison. On a dit qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois, mais pour en tirer profit, il faut d'abord être compétent. On ne vient pas comme dans un marché d'entreprise où si vous n'arrivez à rien faire, vous colportez des choses. Encore que colporter et aider les gens, c'est une spécialité. C'est sûr. Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas innovant, en gros, comme je disais à mes étudiants, si dans votre tête, c'est du beurre de karité plutôt que d'avoir de la matière grise, si vos doigts se crispent pour ne pas pouvoir taper sur un ordinateur, alors restez chez vous. Il faut être compétent et savoir utiliser sa tête et ses doigts. Et c'est là le hic. Alors la compétence n'est pas que du ressort de l'individu simple, ça s'acquiert aussi lors de la formation. Est-ce que véritablement les formations que nous avons ici au Bénin permettent justement à tous ceux-là conformes d'avoir cette compétence que vous recherchez si tant? Oui. Oui, les formations qu'on recherche existent. Mais ce qu'il faut pour développer ces secteurs, c'est vraiment des ressources humaines qualifiées et en quantité. C'est cette quantité qu'il n'y a pas. Et même pour la qualité, on ne peut pas déployer toutes ces qualités compte tenu de l'environnement. Et ça pose des problèmes d'options et de défis qu'il faut essayer de relever. Options et défis pour qui? Vous avez l'art de poser des questions difficiles, ou du moins... Non. Les télécommunications, les TIC constituent une forêt. Mais au Bénin, c'est une forêt vierge d'opportunités. Il faut savoir y entrer. Pour y entrer, il faut avoir... Les défis dont vous parlez, il y en a beaucoup, mais je citerai seulement quelques-uns. On y va. Le premier défi, c'est par excellence un défi d'ordre politique que nos dirigeants m'excusent, mais il faut d'abord se rendre compte que nous avons besoin des ressources humaines. Le président Talon a dit que le Bénin est un désert. Aujourd'hui, c'est une mer de compétences. Si, aujourd'hui, là, pour qu'on puisse sortir le Bénin
de ce désert et d'en faire une forêt ou une mer, il faudrait un premier défi politique, c'est la vision et le choix de l'État de le sortir, donc de former. On est déjà dans la vision, donc pour vous, cette vision passe par une formation de qualité. Maintenant, quand on parle de formation de qualité, quelle est la part justement du privé, quelle est la part du public et quelle est la part des structures qui nous gouvernent? De toute façon... On n'ira pas à pas? Oui, de toute façon, vous me connaissez, je dis toujours ce que je pense, j'assume. Il n'y a pas de problème, on y va. Le deuxième défi, c'est un défi institutionnel. Pourquoi institutionnel? Il faut former, il faut des universités, il faut des écoles de qualité. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'État seul ne suffit plus pour créer des universités pour tout le monde et créer des écoles de très haute qualité pour tout le monde. Le privé s'est joint à l'État pour le faire. Mais qui dit privé dit concurrence. L'État, dans ce cas, doit changer de rôle. Il devient réglementaire, il fait des tests de loi et autres pour réglementer le secteur. Il devient régulateur pour vérifier l'application de ces règles pour que tout se joue bien. C'est le deuxième rôle et le deuxième défi à relever par l'État. C'est compliqué, c'est ardu, mais l'exemple de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, est un exemple qu'on peut peut-être suivre. D'accord. Alors, nous sommes à la fin. Hein. Je ne vais pas vous laisser, si on me permet d'avoir 30 secondes rapidement. On a parlé de la responsabilité au niveau des écoles. Mais moi, j'aimerais savoir, on parle souvent du problème d'inadéquation entre les formations, d'accord, et les besoins. Inadéquation des formations et de l'emploi. Est-ce que dans le domaine des télécoms, cela se résorbe un tant soit peu? C'est un problème qui existera toujours. Et ça me permet, même sans que vous ne me payiez la question, pour répondre, je parlerai du troisième défi, c'est le défi économique. Des écoles, on a fait tout pour que ça... Mais les écoles forment des ingénieurs. L'État va mettre en place des conditions économiques et financières incitatives pour que les écoles forment des ingénieurs et que des privés créent des entreprises pour offrir des emplois et surtout pour créer de la valeur ajoutée contributeur du PIB. D'accord, renforcer donc tout un tissu qui se soutient l'un l'autre. Karamata Boitao, on a fini pour notre bal de la semaine sur les télécoms. On promet déjà aux téléspectateurs qu'on aura probablement un forum, un format un peu plus élargi. Oui. On aura un panel d'invités pour pouvoir en parler. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de ce Bello, bal. merci beaucoup. Je crois que c'est ce que vous faites hein, quand il finit Autant Savoir. Ces 3 jours, voilà, il rassemble les acteurs pour 52 minutes de forum. Ça va se faire donc sur les TIC. Oui. Oh, c'est vivement attendu. Merci beaucoup, moi, monsieur Benouton. On reste donc en contact avec vous. On retient que l'éthique aujourd'hui, ça va bien au Bénin et ça ira encore mieux. Ça ira mieux. Merci pour votre professionnalisme. Merci pour votre service pour la nation. Parce qu'on a besoin de savoir. N'est-ce pas? Merci. On joue notre rôle, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Si chacun pouvait le faire. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, c'est le dernier plateau autour de cette table et même pour le journal, vous l'avez eu avec Nadège Sani. Nous avons 2 petits programmes pour vous. On va rapidement quitter le plateau et aller sur le net, voir un peu ce qui s'y passe. Et c'est ActuWeb. Bonjour chers amis téléspectateurs et merci de votre aimable attention. Démarrons cette balade sur la toile par notre pays, le Bénin. L'actualité nous informe aujourd'hui que les 4 cadres de la mairie de Cotonou mis sous mandat de dépôt le 26 juin 2018 auraient été relaxés. Selon le net, le verdict qui a sanctionné la comparution immédiate des mises en cause a eu lieu dans l'après-midi du 26 juin 2018. Les mises en cause, à savoir Aïtchéou Lambert, directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, Mpé Setonji, directeur de cabinet du maire, Adjovi Komlan Léonard,
de la cellule de contrôle des marchés publics, et Tonator Hassen, secrétaire de la personne responsable des marchés publics de la mairie de Cotonou, ont été relâchés mais contraints à payer une amende de 200 000 francs CFA. Ils ont également pris l'engagement devant le juge de réparer les dommages avant le 15 juillet 2018. En effet, les faits qui leur sont reprochés font état d'un abus de fonction, insalubrité des carrefours de la ville de Cotonou et complicité de pollution. Sans nul doute, les dieux de la chance étaient avec eux. Continuons notre escalade sur la toile. Autre atterrissage, Égypte. Le net nous apprend que l'égalité professionnelle entre la femme et l'homme est au centre des débats en Égypte. Africa News nous amène dans une entreprise égyptienne où les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Cette vidéo que vous voyez est celle d'une entreprise de transformation du coton qui promeut l'autonomie des femmes, toutes catégories confondues. Un moyen de permettre à toutes ces femmes de reprendre confiance en elles. Ne dit-on pas que le développement d'un pays passe par celui de la gente féminine? Direction France, l'actualité nous informe qu'après 5 jours d'attente à 30 000 mètres des côtes maltaises, le bateau de l'ONG Lifeline devrait accoster dans un port de l'île de Malte avec 233 migrants à son bord. Le Premier ministre maltais a posé ses conditions à cet accueil 15 jours après avoir refusé la venue de l'Aquarius. La plupart des réfugiés dans ce bateau devront être pris en charge par des pays de l'Union européenne. La France, quant à elle, accueillera une partie de ces migrants. Nous protégeons et continuerons à protéger ceux qui ont fui leur pays à cause de la religion ou de la politique et parce qu'ils étaient opprimés en raison de ce qu'ils croyaient ou pensaient, a déclaré Emmanuel Macron, car l'Europe a des principes, des valeurs. Des principes et des valeurs, c'est ce qu'a aussi le joueur tennisman international béninois, mais qui ne pourra pas malheureusement participer à la Coupe Davis 2018. Après sa victoire face au Cameroun, au Rwanda et au Nigeria, le triple vainqueur du tennis Open de Cotonou ne parviendra pas à vaincre son adversaire de la Nairobi. C'est d'ailleurs ce qui va empêcher le Bénin de participer à la Coupe Davis 2018. Mais néanmoins, Alexis Kiegou affirme une certaine fierté. Pour lui, le Bénin aurait progressé. Nous n'avons pas pu nous qualifier dans le groupe 2 Europe, mais le Bénin progresse chaque année et c'est une grande fierté. Malheureusement, la fierté du tennisman international béninois ne conduira pas son pays à la Coupe Davis 2018. Et pour finir, une autre information sportive. Vous l'auriez compris, nous parlerons de l'événement de l'année, la Coupe du Monde de Russie 2018. La toile nous apprend que le pays organisateur sera face à son adversaire du Costa Rica. Ce match est prévu pour être joué ce mercredi 27 juin 2018 et débutera à 18h00. Vivement que les dieux de la chance soient avec lui pour cette rencontre face au pays organisateur. Ce sera donc tout pour l'actualité web de ce mercredi 27 juin 2018. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. L'actualité sur la toile ActuWeb. Marcel Betoro, merci beaucoup à vous pour la collecte et le traitement et aussi la présentation de ce programme. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, chers amis. Avant de partir, voici encore une fois la météo, les prévisions.
Ils ont accepté bouleverser leur agenda et répondre présent à notre invitation sur le grand rendez-vous d'aujourd'hui. Je veux bien nommer nos 4 invités de ce mercredi soir. Nous avons reçu la visite de Nicolas Benouton, ingénieur en télécom et réseau. Nous avons eu aussi le passage de Marcel Effon, coach motivateur. Nous avons aussi accueilli sur ce plateau le pharmacien Louis Koupemedi au sujet de la 19e édition du forum concernant les médicaments de qualité et aussi dans le monde agricole. Robert Deguenon. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de BB24. Ici prend fin cette émission. On descend. On vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle nuit, pourquoi pas. On se retrouve à demain avec beaucoup plus d'énergie et rien que de belles choses pour vous. À demain.